Je remets le son. Alors on va reprendre avec, on va continuer avec l'intervention de notre ami Jean-Paul Guédy autour de deux livres, autour de deux ouvrages. Oui, il y a une chaise qui est endommagée. Et Jean-Paul Guédy va reprendre autour de deux ouvrages importants. Il y en a un, c'est la Révolution russe, le Limousin et la Révolution russe en 1917. Qui est un ouvrage qui date de 2017 et pas de 1917, mais qui mérite d'être connu et qu'on avait présenté dans une journée il y a quelques années à Seillac et Tulle, où on avait fait une projection le soir et l'après-midi de conférence. Et l'autre ouvrage qu'il va présenter, c'est un ouvrage nouveau qui est sorti cette année et qui revient sur l'orphelin de Jansiou et le centenaire du monument de mort qu'on a fêté il y a 2 ans. Et on remercie encore, au nom du mouvement de la paix, on remercie encore les copains de la Courtine 17 de nous avoir associés à l'événement vis-à-vis de la commune, et on a pu être présents et c'était super. Donc à toi la parole. Bon, si vous le permettez, moi je préfère être debout parce que ça coupe la respiration. Merci à toi Henri, au mouvement de la paix, à l'Union pacifiste, René, de nous avoir invités les uns et les autres aujourd'hui, parce que je pense que ces échanges que nous avons depuis ce matin sont intéressants. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'aujourd'hui échanger sur toute une série de questions et de questions essentielles comme celle de la paix que les uns et les autres nous chérissons. Oui, alors les deux ouvrages que je suis censé vous présenter maintenant, assez rapidement par ailleurs. Le premier, Henri vous l'a dit, date de 2017, donc 8 ans déjà. Il est sorti à l'occasion de plusieurs anniversaires. D'une part, l'anniversaire en général de la Révolution russe de 1917, mais aussi de ce qui s'est passé à la Courtine en Creuse au mois d'été et surtout au mois de septembre 1917, où il y a eu une répression tout à fait particulière dont je vais parler. Donc ce premier livre, qui s'appelle 1917, Le Limousin et la Révolution russe, c'est un regard croisé entre un Limougeot, c'est-à-dire une personne de Limoges, qui était un ouvrier, et qui est parti donc en 1917 avec son régiment, il est parti d'Angoulême, et il a rejoint la Russie comme instructeur artilleur, parce que la France et la Russie étaient alliés dans le cadre de cette guerre, la Première Guerre mondiale. Donc c'est un regard croisé entre cet homme qui va se trouver dans ce maelstrom qui va être la révolution qui va commencer en Russie, et des soldats russes qui sont, eux, au même moment, en 1917, en Limousin, parce qu'on les a écartés du front, où ils viennent de se révolter, ils ne veulent plus combattre, ils ne veulent plus tuer ni se faire tuer, et on les a mis au camp militaire de la Courtine à partir du 26 juin, et ils vont y rester 3 mois. Donc c'est un regard croisé, et le bouquin est un petit peu atypique, comme vous le remarquerez. Sur la tranche, il y a une couleur noire et une couleur rouge, parce qu'en fait, c'est 2 bouquins. La première partie, c'est l'histoire de Marcel Baudy, cet ouvrier de Limoges, écrite par Anne Manigaud, qui est une prof d'histoire et historienne de Limoges, et qui a fait sa thèse sur ce personnage. Ce personnage, très très rapidement, il est né, je crois, en 1896, ouais, ou 14 peut-être, à Limoges, de parents ouvriers, porcelainiers, son père très engagé dans le mouvement syndical, socialiste. Et lui va, dès ses premières années, être trimballé de manifestation en manifestation. Et ce qu'il a beaucoup marqué, c'est les manifestations de 1905, les grèves insurrectionnelles des Limougeots, dans laquelle Camille Vardel, un jeune ouvrier, a trouvé la mort, voilà, tué par l'armée. Et donc il est tout jeune, Marcel Baudy, mais ça l'a beaucoup marqué. Et puis les années vont passer, et un autre événement l'a beaucoup marqué dans cette jeunesse. En 1910, meurt Léon Tolstoï. Léon Tolstoï, ce grand écrivain russe, dont Marcel Baudy avait lu plusieurs livres de lui en français, bien évidemment, et il était d'ores et déjà épris de la culture russe,
et du peuple russe et de tout ce que Tolstoï avait pu transmettre. Et Marcel Baudy s'est lancé un challenge, si je puis dire. Il a dit, je vais apprendre le russe pour lire Tolstoï dans la langue originale. Tant et si bien qu'il a trouvé un moyen de le faire, c'est qu'un Russe qui travaillait dans l'imprimerie à Limoges, qui ne connaissait pas un mot de français, a passé un deal avec Marcel Baudy. Marcel Baudy apprenait le français au russe et le russe apprenait le russe à Marcel Baudy. Et donc Marcel Baudy a appris plus que des rudiments de russe. Il parlait assez couramment russe quand il est parti au régiment. Il était rentré à la SFIO, à la section française de l'Internationale ouvrière, à ce moment-là. Il était profondément pacifiste, mais il n'avait pas pensé à ce moment, déserter et de ne pas être... Donc, il part avec son régiment, et puis il se trouve qu'à Angoulême, on demande, est-ce qu'il y en a qui savent parler les langues? Ah, moi, monsieur, voilà, moi je sais parler russe, très bien, je vous passe tout le reste. Et il arrive au mois de mai 1917, la révolution a commencé en Russie, au mois de février. Il arrive donc dans cette effervescence pas possible, comme instructeur français, donc avec les autres camarades soldats. Voilà. Et puis il va se retrouver pris dans cette révolution et il va tomber en communisme, comme on peut dire. Et connaissant le russe, je passe parce que c'est très intéressant dans la façon dont Anne Madigot fait se succéder tous les événements. Il va devenir rapidement assez proche des dirigeants bolcheviques qui vont faire la révolution en octobre et tout. Il va traduire des gens comme Lénine et tout, et il va assister au premier congrès en 1919 de la Troisième Internationale qui se constitue. À ce moment-là, il est communiste dur de dur, et avec des camarades soldats français qui sont là-bas avec lui, il décide de construire le groupe du groupe communiste des Français. Oui, CCF, je crois, un truc comme ça. Et ils vont être, comment dirais-je, propulsés, embauchés, si je puis dire, par les nouveaux dirigeants de la Russie, après 1917, pour aller dans différentes grandes villes. On est en pleine guerre civile entre les Blancs et les Rouges et tout, pour aller recruter, notamment parmi tous les Français qui peuvent se trouver à Odessa, voilà, y compris en Ukraine et tout. Et donc Baudy, lui, va parcourir la Russie, l'Ukraine, comme propagandiste des idées du communisme. Il va échapper, je ne sais pas combien de fois, à aller aux fusillades des Blancs et tout. Et bon, truc d'aventurier quand même, hein, ce qu'il fait là. Et puis les mois avancent, 1921, là aussi je fais un raccourci très rapide, il va voir que le régime et la révolution, disons, les développements avec la guerre civile, avec la famine qui règne et tout, correspondent très difficilement à l'idéal qui s'était fait du communisme, d'une société de liberté fraternelle, d'abondance et tout. Et donc, il commence à s'interroger sur ses engagements, sur tout ça. Il se trouve qu'il devient extrêmement proche, ami, avant de devenir amant, de Alexandra Kollontai, qui était une des dirigeantes du parti bolchevique, une des seules femmes, je veux dire, de ce niveau-là à la direction du parti bolchevique. Et elle était un peu en disgrâce, c'est-à-dire qu'elle était dirigeante d'un groupe qui s'appelait le groupe de l'opposition ouvrière, un peu opposé à tout ce que Lénine et les autres dirigeants bolcheviques mettaient en place. Et donc elle a été déplacée. C'était une femme extrêmement surprenante, qui connaissait 7 langues par cœur, qui avait été une propagandiste pas possible. Elle avait été dans tout un tas de pays prêcher la bonne parole du communisme et tout, profitant du fait qu'elle connaissait 7 langues et tout. Et donc elle est nommée à Oslo comme ambassadrice, première femme ambassadrice du monde, c'était Alexandra Kollontai. Et puis Marcel Baudy, Selim Goujo, la suit comme premier secrétaire de l'ambassade en Norvège. Je passe encore une fois très vite sur ce qui va se passer. Il fait son métier de secrétaire de l'ambassade, et voilà. Et lui, de plus en plus, sa réflexion est celle de construire une société qui ne soit pas une société autoritaire, dictatoriale, mais qui soit une société de liberté, voilà. À ce moment-là, le régime se durcit de plus en plus, Staline prend de plus en plus d'importance dans cette situation, il envoie même un commissaire faire un rapport sur E2 là-bas en Norvège,
et puis ils sont rappelés l'un et l'autre en 1925 à Moscou. Et là, bon, Marcel Baudy se rend compte vraiment que la physionomie, disons, de la situation qui règne maintenant dans le pays est vraiment à l'opposé de l'idée qu'il s'était faite de ce pourquoi il s'était engagé. Et donc il fait des pieds et des mains pour rentrer en France. Il y arrivera, et non sans difficulté, il arrivera à Limoges, et à Limoges, il va immédiatement lancer des campagnes de propagande et de recrutement au Parti communiste ici sur place, faire des réunions, des meetings et tout ça, créer un journal, La Vérité. Bon, je passe sur toute une série de choses. Il va assister en 1929 à un congrès du Parti communiste à Saint-Ouen, si je me souviens bien. Et là, il refuse de condamner ce qu'on appelait les hérétiques, en Union soviétique, tous ceux que Staline pourchassait parce qu'il ne voulait pas rentrer dans le rang. Il refuse de les condamner, il est exclu du Parti communiste français, et là son cheminement va aller après vers le mouvement libertaire, vers l'anarchisme, et il va devenir de plus en plus quelqu'un qui va traduire Bakounine, traduire tout un tas d'auteurs et tout ça. Bon, je passe sur toute la fin de sa vie. C'est quelqu'un qui a vécu 90 ans. Il y a sur YouTube, si vous faites Marcel Baudy, il y a un excellent film fait par les amis de Bernard Bessa. Et vous verrez ce mec à 90 ans, la façon dont il a la cravate et tout, dont il frappe du poing sur la table. On croirait qu'il a un meeting devant 10 000 personnes et tout. C'est extraordinaire, la volubilité, l'acharnement et l'option qu'il a. Bon, vraiment, ces 30 dernières années sont vraiment sous l'égide de tout ce qu'on peut appeler le pacifisme, l'esprit libertaire, l'esprit anarchiste et tout. Mais en même temps, il ne va jamais dire du mal de Lénine, de beaucoup d'autres, mais bon, voilà. Donc c'est un personnage truculent, je veux dire. Il se promenait encore dans les allées d'un parc avec son Colt, son revolver dans la poche et tout. Donc c'est quelqu'un qui a connu une vie extraordinaire. Donc moi je vous conseille ce bouquin pour cette première partie. La deuxième partie, c'est l'histoire des mutins russes. Donc de ces soldats qui sont envoyés en France à partir d'avril 1916, dans le cadre d'un accord entre le tsar Nicolas II et le gouvernement français, pour renforcer le front français, en particulier en Champagne. Ils arrivent, ils débarquent à Marseille, ils sont formés à Mailly au camp militaire, et puis ils vont rejoindre le front progressivement, donc à partir de juillet 1916. Et puis là encore, je raccourcis énormément, bon, ils vont subir des pertes, ils sont 2 brigades de 10 000 hommes chacune, et arrive le chemin des dames le 26 avril 1917, cette hécatombe provoquée par Nivelle en particulier, qui envoie 1 million de soldats à l'assaut du chemin des dames, où là les forces allemandes sont tranchées avec des mitrailleuses et tout, et bon, voilà. 270 000 vont périr, portés disparus, blessés dans ce truc-là. Les soldats russes perdent 5 000 hommes, et là commence une révolte. Ils savent que dans leur pays vient d'éclater une révolution, ils viennent de subir des pertes pas possibles, ils en ont marre de cette situation, ils se rendent compte effectivement qu'ils sont de la chair à canon et pas autre chose, et ils disent on ne veut plus combattre. Et le 1er mai est un point asymptotique de cette situation. Ils se réunissent à 10 000 en disant on ne retourne plus au front, on ne veut plus y aller, et c'est là où les états-majors français et russes décident de les mettre à l'écart du front pour pas qu'ils contaminent les forces, et les amènent dans la Creuse où ils arrivent le 26 juin. Et là, ils vont virer leurs officiers, auto-administrer, auto-gérer le camp pendant 3 mois. Mais bon, encore une fois, les états-majors ne se résolvent pas à cette situation. Ils veulent totalement, les désarmer, ils avaient gardé leurs fusils, prendre les 1500 chevaux qu'ils ont, et puis qu'ils reprennent le combat sur le front, ce qu'ils ne veulent absolument pas faire. Donc il va y avoir 3 mois qui vont être extrêmement tendus. En même temps, ces soldats sont retranchés, 10 300 sont retranchés comme mutins, et puis sortent du camp, vont dans le village, boire des coups, aider les gens à faire les foins, à faire les travaux et tout. Et donc il y a une vie véritablement qui s'organise quand il est décidé fin août de leur faire rendre gorge et de leur faire un ultimatum pour qu'ils rendent les armes.
L'ultimatum a lieu le 14, et le 16 commence le bombardement du camp, et pendant 3 jours, ça va être 800 obus qui vont être envoyés par les Russes loyalistes, et en deuxième rideau, l'armée française, qui va être là, 3000 soldats français pour soutenir au cas où les loyalistes n'obtiendraient pas la reddition de leurs frères. Bon, les principaux meneurs, comme ils disent, sont arrêtés, sont amenés à l'île d'Aix en détention, au Fort Liédo, et puis on donne à choisir, aller travailler gratuitement pour des patrons en France, dans des forêts, dans des champs, dans des usines et tout, ce que acceptent des milliers, et par contre 5000 d'entre eux n'acceptent pas, et vont être déportés en Algérie dans les bagnes, et dans les compagnies disciplinaires, dans des conditions de répression terribles. Ce n'est qu'en 1919 qu'il va y avoir un accord qui va être passé entre le nouveau gouvernement en Russie et le gouvernement français pour le rapatriement de ces soldats. Voilà. Voilà ce que raconte un peu la deuxième partie de ce livre, qui a été écrite par 6 personnes. Donc moi j'ai écrit la partie sur le camp de la Courtine et la mutinerie. Et c'est intéressant, je veux dire, ce regard croisé d'une même période de cette révolution par des Russes qui étaient là et un Limougeot qui était là-bas. C'est un livre qui est, moi je trouve, magnifiquement iconographié, avec des choses photos d'époque qu'on n'avait encore jamais vues et tout. Et donc, même s'il a 8 ans, moi je vous le conseille grandement. Je passe rapidement à l'autre. L'orphelin de Jean Sioux, Rêve de paix. Ouais, il est sorti quoi, il y a 2 mois, à peu près. Il est sorti il y a 2 mois, et l'idée est la suivante. En 2023, à Jansiou, petite commune de Creuse, là où il y a ce monument aux morts très atypique de ce petit gamin qui lève le poing vers le slogan « Maudite soit la guerre », il y a eu le centenaire de ce monument. Le monument a été érigé en 2023 par la décision d'un conseil municipal où le maire était un rescapé de la Première Guerre mondiale. Il avait été gazé, mais il était revenu. Et lui, il a dit, voilà, il faut que ce soit un monument qui soit un hommage, bien sûr, aux victimes. Bon, il y a les morts de 63, il y a les noms de 63 victimes, mais il faut que ce soit un monument pour les vivants. Et donc l'idée a été, et il y avait un menuisier dans le conseil municipal, l'idée a été de faire une maquette et de, pourquoi pas, faire un gamin, un adolescent, un préadolescent, et de bien signifier qu'il fallait que ça s'arrête, plus jamais ça. Et donc, le slogan « Maudite soit la guerre » est sur le monument, et Jules Polachy, qui est un sculpteur de Limoges, a fait donc cette statue du petit gamin qui trône là depuis 1923. Je passe. Ce monument n'a jamais été inauguré par le préfet, par les autorités, bien évidemment. Et la municipalité, qui est une nouvelle municipalité élue en 2020, qui est composée d'élus assez jeunes et assez dynamiques, à tout point de vue, a décidé que pour le centenaire se ferait toute une année d'initiatives artistiques, culturelles. Bon, il y a eu plein de choses, des conférences, des trucs artistiques qui ont été voilà, toute l'année. Et quand on s'est réunis à la fin de cette année, la première adjointe a dit « bon, ça serait bien qu'on fasse quelque chose pour rendre compte de tout ce qui s'est passé ». Et il y avait en particulier un concours d'écriture qui avait été organisé à l'échelle nationale. Il y a eu 150 lettres à l'orphelin. Le thème, c'était « vous écrivez à l'orphelin », ça devait être pas plus d'un recto verso, voilà, carte blanche et tout. Donc 150 réponses d'adolescents, de personnes adultes, un peu toute la France et tout. Et donc ce concours d'écriture était particulièrement marquant. Donc faire un compte-rendu de cette année 2023 et du concours d'écriture, voilà. Bon, donc il a été décidé qu'au mois de juin 2024, il y aurait une remise des prix, parce qu'il y avait eu un jury national. Le jury national a décerné 6 prix, 3 prix adultes, 3 prix d'adolescents. Et donc il y a eu une soirée de remise des prix. Et puis, s'était passé également d'autres choses qu'on appelle les goguettes. Les goguettes, je ne sais pas si ça se fait chez vous, si vous connaissez ce truc-là. Goguettes, c'est en particulier une soirée où les gens d'un village, d'une petite commune, viennent avec des textes qu'ils ont écrits sur un thème qui a été donné. Et là, c'était l'orphelin de Jansiou.
mais sur une musique, un tempo connu de tout le monde, c'est-à-dire des chansons que tout le monde connaît. Et donc il y a eu les goguettes qui se sont tenues un soir avec une dizaine de personnes, un orchestre qui était là, qui jouait les trucs, c'était génial. Bon, les goguettes, elles sont là-dedans. Les prix dont je vous ai parlé, les 6 prix sont là-dedans, plus une dizaine d'autres. Et puis le responsable de l'édition, c'est les éditions La Déviation de la Ville-Dieu en Creuse, Michel Le Bailly, lui, il a fait tout un travail sur les monuments aux morts, les pacifistes, ceux qui le sont un petit peu moins, et il y a, je ne sais pas, une vingtaine de pages sur les monuments aux morts en France, avec leur signification, leurs références et tout. Il y a l'histoire de ce monument, de comment il s'est érigé, et puis il y a des résumés, des conférences qui ont été faites au mois de novembre là-bas par des historiens sur la question de la paix. Et donc c'est vraiment un porte-parole, un porte-drapeau de la paix, ce petit bouquin. Il est magnifique aussi du point de vue de la confection, je trouve très très beau. Et voilà, ben je vous le recommande aussi. Hein, voilà. Tout à fait. Une digression, les vidéos de la remise des prix sont sur YouTube, ainsi qu'une partie des conférences de novembre 2023. Ouais. Très très chouette. Hein. Vous pourrez le regarder tout à l'heure. Bon, ben, je n'ai pas été trop long, oui. Non, c'est parfait. On peut peut-être te poser quelques questions sur ce travail, sur l'importance que ça revêt, le monument aux morts, puisqu'on s'y retrouve chaque année. On écoute René ou Yves Lecard faire leur discours. L'importance que ça revêt et l'importance au-delà du travail mémoriel, au-delà du travail mémoriel, on va dire juste de commémoration entre guillemets, tout ce qui s'est fait sur le secteur, je pense en 2023 et 2024 autour de la paix, où on était pas sous ton égide, t'es pas le patron, mais partant d'entremise, sollicité quoi, pour être présent, je pense à ce qui s'est passé en juin 2024 et ce qui s'est passé en novembre 2023 quoi. C'est quand même des moments importants sur le plateau et pour le Limousin. C'était une question ? Ouais. Bah, viens illustrer ce fait-là, parce que je pense que c'est étroitement lié, les 10 ans de l'association La Courtine 17 et l'anniversaire, le centenaire du monument aux morts, qu'on a commencé en mars ou avril avec l'inauguration du chemin de la mémoire Jean Penaud avec le comité de Creuse du mouvement de la paix. Oui. Enfin, tu nous as vraiment, pas toi, mais la mairie de Jeanfus aussi nous a beaucoup mobilisés, les associations nous ont mobilisés, on était présents, c'était un plaisir, mais il y a quand même eu toujours en filigrane, je dis, c'est pas seulement l'aspect mémoriel, qu'on s'est pas retrouvé, c'est pas la fête de la saucisse, quoi. C'était quand même l'aspect, la paix, quelle relation à la paix, l'aspect culturel était vraiment très présent, quoi. Oui, tu as raison de revenir sur ce fil, en fait. Ah oui. Ce fil. Le petit gamin qui dresse le poing vers maudite soit la guerre, et les soldats russes qui, il y a un siècle, décident de plus battre, de plus tuer, de plus faire tuer. Il y a quand même quelque chose de très vivant et de très complémentaire, je veux dire, dans une telle attitude. Et quand tu disais tout à l'heure, quand il parlait de l'association La Courtine 1917, dont les copines vont présenter tout à l'heure des publications, nous, c'est vraiment ce qui nous importe, non pas de traiter de l'histoire comme ça, parce que bon, ça aurait qu'un intérêt tout à fait relatif, hein, de parler de ce qui s'est passé il y a 108 ans, et puis de rabâcher. C'est comment aujourd'hui se servir de l'histoire et du passé pour essayer de convaincre, d'instruire, de démontrer qu'il y a des solutions. Parce que ouais, les soldats russes, quand ils décident de ne plus combattre, supposons une chose, que dans l'armée russe aujourd'hui, les mecs ils fassent la même chose, la guerre va s'arrêter. Hein. Et c'est ça qu'on veut propager, nous, ces mutins, réfractaires, objecteurs de conscience. Est-ce que ce ne sont pas aujourd'hui des choses sur lesquelles on doit marteler pour dire oui, il y a d'autres solutions que la défense nationale, que se défendre face aux agresseurs et tout. Et donc,
refuser, comme l'ont fait très peu de gens en 1914, de voter les crédits de guerre, parce que c'est aussi ça, une attitude responsable. Hein. Il y a eu Karl Liebknecht en Allemagne, et puis il y a eu les trois députés de la SFIO en France qui l'ont fait, mais ils n'étaient pas si nombreux que ça. Et on sait bien qu'on est ultra minoritaire aujourd'hui à prôner ça, mais il faut de toute façon faire ce travail sur les consciences pour dire il y a une autre solution que la paix, il y a une autre solution que le désarmement, il y a une autre solution aujourd'hui que de prôner ces valeurs, de les faire passer. Et je crois que c'est bon, cet acharnement que nous mettons aujourd'hui pour raccrocher l'histoire au présent, parce que le présent, il est là hein, aujourd'hui. Henri disait, l'autre jour, je me suis demandé si j'allais me lever quand ils ont envoyé les bombes sur Téhéran. Oui, tout le monde sent bien qu'on est au bord d'une possibilité d'une guerre mondiale. Et tout ce qu'on pourra faire pour essayer les uns et les autres, avec des millions et des millions dans le monde, il faudra le faire. J'ai une réflexion et puis une question. La réflexion, c'est que on se heurte à un costaud en face, parce qu'on est actuellement dans une culture de la compétition, dès la naissance, dès l'école, de la compétition, de la concurrence, de la guerre. Président Macron, c'est la guerre partout, la guerre économique, la guerre politique, la guerre tout. Donc on est dans un climat de guerre et de compétition tous azimuts, et nous on prône la paix. C'est-à-dire c'est l'inverse de la compétition. Donc là, il y a quand même un langage en face et qui est qui est très puissant et on a du mal à s'y opposer. Ma question, est-ce que vous avez continué à demander la reconnaissance et une inauguration officielle par les autorités nationales? Est-ce qu'on continue à faire... Est-ce qu'ils ont reçu déjà des injonctions à venir inaugurer un monument, le monument pour la paix, avec un gamin? Ça répondrait n'importe qui. Ça va peut-être surprendre... Est-ce qu'il y a des réponses? Des gens qui sont ici, qui ne sont pas au courant. C'est la préfète elle-même. Le monument a été réhabilité. C'est le petit bonhomme, il a été envoyé dans le Lot-et-Garonne. Ils ont refait... Pour se faire bronzer. Ah ouais. Ils l'ont réinstallé. Et la préfecture de Creuse a dit, nous prenons en charge les frais de réhabilitation du monument et nous proposons de venir l'inaugurer. Et le maire et le conseil municipal ont une attitude parfaitement logique. Ils ont écrit une lettre à la préfète en disant, voilà, vous proposez ça, il n'avait jamais été inauguré auparavant. Vous comprenez bien que dans la situation actuelle, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et quand tout est à cause, quelle que soit la position finale que nous le prendrons avec la population. Parce que ce monument n'appartient qu'à la commune et à la population. Et c'est pas botter en touche, mais c'est pour dire, ouais, vous venez maintenant dire, on va vous l'inaugurer, votre monument, eh ben, ça se fait pas aussi simplement que ça. C'est nous qui décidons si vous viendrez ou pas. Et ensuite non, c'est assez récent. Ah oui, d'accord. Donc 3 mois, 3-4 mois, là. Oui, mais après, vous allez devant, et il faudra donner la publicité. La réponse, et si elle est positive, donner de la publicité. Après, ils décideront dans la commune. Oui, c'est ça. Donc c'est en cours. C'est en cours. Ça peut être en cours, Si je peux me permettre à propos des inaugurations, excusez-moi, c'est juste un mot. On demande à ce que notre chemin de mémoire sur les mutins à la Courtine soit inauguré. On nous refuse l'inauguration. Personne ne veut inaugurer le chemin de mémoire de la Courtine. Parce que les élections municipales sont dans un an, dans moins d'un an, etc. Elle devait avoir lieu au mois de juin, là. Elle devait avoir le 14 juin. L'inaugurer quand même avec un mannequin. Voilà, donc les autorités nationales refusent d'inaugurer un monument pour la paix, pour la réconciliation des peuples, etc. Il faut leur mettre le nez dans leur caca. Enfin, ce que veut dire Martine, tu vois, c'est même pas à ce niveau-là. Ce chemin de mémoire a été financé intégralement par la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté, 180 000 € quand même. Et bon, nous, l'association, on a été un peu les conseillers techniques sur les photos, sur les tailles, sur ceci, sur cela. Donc voilà, mais c'est eux qui l'ont. Donc nous, on pensait benoîtement, c'est l'inauguration, c'est eux qui la font, c'est eux qui payent. Et ben non. Parce qu'aujourd'hui, parler de soldats qui ont refusé de faire la guerre, c'est pas des soldats russes, c'est pas russes. C'est soldats russes. Moi, je pense qu'il faut insister et il faut dire qu'ils refusent, le président Macron et toute la clique,
de ces espèces de fouteurs de merde et d'assassins. Voici venu le temps des assassins, et en plus, ils le revendiquent, ils ont perdu toute mesure, ils sont complètement décomplexés, aucune morale, ils revendiquent d'être des assassins, c'est bien, puis on en remet une couche. Il faut le dire à la population. Refus d'inaugurer un mouvement, un monument, une réalisation intercommunale pour la paix. Oui, mais il faut quand même dire qu'à la Courtine, excuse-moi, à la Courtine, il y a en face le chemin, il y a le camp militaire de la Courtine, et là il y a les armées, et notamment les Ukrainiens qui viennent, les Ukrainiens qui viennent s'entraîner. Dans le contexte. Et oui. Et oui, la municipalité. Donc, pour des raisons électorales, pour des raisons électorales, les gens que vous allez reconduire au pouvoir refusent d'inaugurer une réalisation intercommunale dédiée à la paix. Que les gens le sachent. Vous allez élire des gens qui sont des complices, des assassins. J'ai vécu dans les assassins, tous ceux qui nous mettent du poison dans la nourriture, du glyphosate, des trucs comme ça. Mais, hein, mais il faut dire la vérité, il ne faut pas avoir je pense, enfin, je ne veux pas donner des leçons à quiconque, mais moi je suis contre le ménagement de la racaille, voilà, c'est tout. Voilà ma violence. Est-ce que par rapport vous avez été sollicité par les établissements scolaires, éducation nationale, je sais pas quoi, est-ce qu'il y a même simplement des profs d'histoire qui sont intéressés par ça pour que vous interveniez, que des assos ou même se saisir de ça? Est-ce que vous avez été au courant de choses comme ça? Oui, on a fait quelques petites choses. Ce qui est vraiment intéressant, moi j'ai été invité, c'était dans l'Indre, parce qu'il y a des élèves de première qui préparaient un devoir sur cette question, sur la Courtine. J'étais plusieurs fois allé voir, ils ont fait leur devoir et tout. Mais plus récemment, avec l'école primaire de la Courtine et les 3 instituteurs, il s'est monté un film qui est magnifique, un petit film qui prône la paix et qui part justement de la mascotte qu'avaient ces soldats russes qui s'appelait Mishka. Et donc des gosses de 8, 9, 10 ans ont bossé sur cette question avec leurs instituts et on en produit un film avec des professionnels qui est magnifique. Donc voilà, mais c'est à peu près les 2 seuls endroits où on a visible sur YouTube ou je sais pas quoi, je sais pas si sur Internet, enfin. Visible en partie. Oui, il est visible sur la chaîne de l'anniversaire des 10 ans de la Courtine 17. Superbement monté cette chaîne. Et il y a de très bons films. Et au niveau universitaire, par exemple, oh là là. il y a eu Justement, Jean-Paul est très optimiste, hein. Vraiment il est très très optimiste parce que nous on a eu vraiment une... Tu te rappelles quand on voulait faire un truc avec les lycées qu'on a écrit partout, qu'il n'y a eu aucune réponse. On voulait juste, voilà. Et là, au niveau de l'université, on a contacté un prof d'histoire à Limoges en lui demandant que pour le master en histoire, il veuille bien présenter 2 sujets qu'on avait un petit peu travaillé sur la Courtine. Eh bien, le résultat des cours, c'est qu'aucun étudiant ne s'est saisi de ces 2 sujets. Le prof était d'accord. Le prof était d'accord, c'était super. Ça, encore les étudiants n'étaient pas présents. Oui, alors il m'a répondu qu'en fait les étudiants avaient déjà leur sujet de maîtrise d'histoire. Mais enfin, et on avait aussi cette expérience avec les lycées qui n'ont rien donné. Le lycée, ça n'a rien donné. Oui, oui, il y a eu des réponses, il y a eu quoi, enfin, est-ce qu'au niveau des lycées, il y a des gens qui se sont manifestés pour dire bon, on ne peut pas cette année, je sais pas. Non, il n'y a eu aucune réponse. Je crois qu'il y a eu des non-réponses. Des non-réponses. Voilà. D'accord, merci.